maintenant que nous entamons notre tournée des fers canadiennes, il est important de rappeler que nous nous trouvons sur les terres traditionnelles des peuples autochtones et nous reconnaissons et nous honorons la présence durable de diverses communautés autochtones au Canada, y compris les Premières Nations, Métis, les personnes inuites. Et nous voulons reconnaître, bien sûr, cette connexion très profonde que ces peuples ont avec les ressources et l'eau et tout ce territoire. Nous exprimons notre plus profonde reconnaissance pour toutes les générations qui étaient là avant nous pour leur intendance et pour leurs soins portés à ces terres. Et donc, cela ne constitue qu'un petit pas vis-à-vis de la réconciliation, mais c'est un pas très important. Nous avons demandé à pouvoir continuer à en savoir plus et en apprendre davantage au sujet de ces territoires qui fait partie de notre histoire. Et nous sommes conscients aussi que la colonisation est toujours en cours. Alors, bonjour à tous, bienvenue à cet épisode final, finalement, de notre tournée des fermes canadiennes. Et donc, on a adoré cette tournée des fermes canadiennes. Je m'appelle Mercedes et je serai votre maîtresse de cérémonie. Alors, avant de commencer, on voulait juste vous rappeler, pour ceux qui veulent écouter tout cela en français, eh bien, vous pouvez bien sûr accéder à l'interprétation simultanée. Alors, on aimerait demander à tous aussi d'être respectueux des autres. Toute interaction inappropriée ou commentaire inapproprié est interdit. On va avoir aussi l'occasion de poser des questions. On va essayer de répondre à autant de questions que possible. Le mot mystère pour cette activité va aussi apparaître à la fin de cet épisode, donc surveillez cela. Et on aimerait savoir aussi, bien sûr, où est-ce que vous vous trouvez. Donc, n'hésitez pas à nous dire quelle est la région de votre école. Alors, on va maintenant commencer notre tournée d'élevage de cricket au Canada, au Manitoba. Alors, bonjour. Bonjour à tous les deux. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Allô, bonjour. Alors, avant de commencer, je me demandais si vous pourriez nous en dire plus par rapport à vous-même. Comment est-ce que vous êtes embarqué dans l'élevage des criquets? Et voilà, votre profil un petit peu pour vous présenter à nous. Alors, il y a 8 ans, mon père a dit que peut-être les criquets étaient l'avenir de l'alimentation mondiale. Et donc, il avait 200 criquets dans le sous-sol et je pense qu'on a commencé à partir de là. Et maintenant, on a des grandes installations, on fait l'élevage de criquets et on adore ça. C'est vrai. On a décidé donc de mettre un terme à nos carrières de professeurs et de nous consacrer entièrement à l'élevage des criquets. Et on aime ça. Fantastique. C'est vraiment des profils et des parcours assez uniques qui vous a finalement mené vers l'agriculture. Cela prouve qu'on peut arriver à l'agriculture via différents parcours. Alors, avant de commencer, je me demandais si vous aviez des messages à transmettre à nos différentes écoles. Donc, voilà, j'ai moi-même été à l'école. Je connais les écoles locales du Manitoba. Et j'aimerais saluer différentes écoles sur notre territoire. Fantastique. Alors, pour cette visite, nous allons vous présenter toute une série de vidéos et après les vidéos, on va répondre à vos questions. Donc, lançons donc la première vidéo. Bonjour, je m'appelle Ryan et j'ai lancé un élevage de criquets. Moi, je suis Leslie et j'ai décidé d'embarquer dans l'aventure. On a lancé notre élevage de criquets il y a 8 ans. On a commencé ça dans notre sous-sol et ça a été toute qu'une aventure. On élève les criquets parce que ce sont des animaux durables qui occupent moins de territoire, qui ont besoin de moins d'eau que beaucoup d'autres sources de protéines traditionnelles et c'est aussi un animal qui est très nutritif. Absolument, les criquets ont beaucoup de protéines, du zinc, manganèse, de vitamine B12. Ce sont donc tous des nutriments qui sont excellents pour nous. Moi, je trouvais ça bizarre au début, mais je suis nutritionniste aussi. Et une fois que j'ai vu toutes les données par rapport aux criquets et les caractéristiques nutritives
arrive? Eh bien là, je me suis vraiment intéressée à cet insecte. Voilà, nous sommes donc dans cette installation de criquets. Alors, il fait 34 degrés Celsius. Comme vous pouvez le voir, je suis en sueur et même parfois pendant l'été, la température monte jusqu'à 36-37 degrés. Donc, il fait très chaud. L'humidité est entre 50 à 60%, donc il fait chaud, c'est humide. C'est comme au Mexique finalement. À tous les jours, hein, soit dit en passant. Alors, la raison pour laquelle il fait aussi chaud, c'est parce que les criquets sont très efficaces, supportent très bien la chaleur. D'ailleurs, c'est une espèce qui aime la chaleur. C'est en fait une espèce tropicale. Alors, ici, on a la salle où on a ces criquets qui sont les criquets qui pondent les œufs. Les femelles sont beaucoup plus grosses que les mâles. Ils ont une espèce d'aiguille qui sort de leur postérieur. C'est grâce à ça qu'elles déposent les œufs. Et donc, la femelle expulse les œufs dans ces petits trous, c'est le processus. Comment peut-on différencier les mâles et les femelles? La femelle, déjà, dans cette espèce, qui est en fait le criquet domestique tropical, la femelle, comme on l'a dit, est beaucoup plus grosse. Elle a aussi cette aiguille qui dépose les œufs. Et le mâle a des ailes. Donc, il est plus petit, mais il a des ailes. Et en fait, c'est ça le son que vous entendez. C'est le criquet qui frotte ses ailes ensemble. C'est ça qui fait ce son très typique des criquets. S'il faisait noir, il y aurait encore plus de bruit parce que ces lumières simulent en fait la période diurne, donc la période du jour pour les criquets. Mais la nuit, quand il fait noir, si on rentre dans cette salle, eh bien là, il y a beaucoup, beaucoup de bruit. Alors, chaque matin, on change ces espèces de petits tableaux sous les criquets, ces petites étagères, et en fait, on voit les œufs après 8 jours. Vous voyez à quoi ça ressemble. Vous les voyez ici, les œufs de criquet. Là, ils sont blancs. Bon, je ne veux pas les déranger parce qu'ils sont encore en période d'incubation. Alors, donc, ils vont rester ici pendant 8 jours. Après, on les transfère ici pour encore 4 jours. Et là, ils vont rester là pendant 4 jours. Après, ils vont éclore. Ils vont sortir de leurs œufs. Et là, ils sont encore de la même couleur que les œufs. Moi, je trouve ça le fun, je trouve ça beau. Et après, ils vont virer noir. Au lieu d'appeler, au lieu d'appeler ça des bébés criquettes, on appelle ça des openheads, des têtes d'aiguille. Alors, ensuite, on va transférer tout cela dans un autre récipient. On met les criquets dans ce cylindre gradué. Donc, on prend tous les petits criquets, on les met ici et on mesure. Donc, 1 millilitre de criquet correspond à 313 criquets. Si on a 50 criquets, il suffit de faire le calcul. 250 criquets multipliés par 313, ça veut dire c'est 75 000 criquets. Donc ça, c'est vraiment un matin, une production moyenne d'une matinée. C'est un petit peu différent, bien sûr, de la ferme traditionnelle quand on parle des chiffres, n'est-ce pas? Quand on parle de l'éclosion des œufs ou des bébés. Ensuite, une fois qu'ils ont été mesurés dans ce cylindre gradué, on les transmet ensuite ici, dans une espèce de litière, si vous voulez. On les dompe ici. Et là, ils vont s'éparpiller, ils vont trouver leur chemin, en quelque sorte. Ils vont rentrer dans ces petits compartiments qui ressemblent à des boîtes à œufs.
C'est intéressant. Ah, mon Dieu, je savais pas comment ça fonctionnait et je suis fascinée justement par la quantité de criquets que vous produisez par jour. Et j'ai eu un commentaire dans le clavardage. Je pense que c'est Reagan qui a dit qu'il y a 3 saveurs de criquets différents qui vont pouvoir essayer après la visite. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qui est en train de nous arriver dans le clavardage. Voici la première question. Lorraine qui nous demande combien dure le cycle de vie d'un criquet avec la température à laquelle on fait l'élevage de criquets. On les récolte après 38 jours. Mais ceux que je vous ai montrés au début vivent entre 10 à 12 semaines parce qu'il fait très chaud dans cette salle. À ce moment-là, ils vont grandir plus vite, mais ils vont vivre un peu moins longtemps. Alors que l'autre salle, la deuxième salle que je vous ai montrée, il fait un petit peu plus frais. Wow, fantastique. Alors, on va maintenant passer à notre prochaine question. Maddy et M se demandent comment est-ce que ça se fait qu'ils ne s'échappent pas? Comment ça se fait qu'ils sautent pas à l'extérieur de leur conteneur et pourquoi ils s'échappent pas? C'est une excellente question et qu'on nous pose souvent cette question. Alors, quand on les nourrit et qu'ils ont suffisamment de place, ils ne sautent pas, ils ne sortent pas de leur litière, si vous voulez, de leur espèce de petite maison. Ceci étant dit, il y en a certains qui vont sortir, mais c'est pas comme quand vous avez une vache qui s'échappe de l'étable, là, c'est un problème. Alors qu'un criquet qui s'échappe, bon, ben, c'est pas trop grave. Fantastique. On va prendre d'autres questions encore. Parfois, je mets du tape au-dessus de ce conteneur. C'est supposé de faire glisser les criquets, de les faire retourner en fait dans cette espèce de bassine. Mais c'est pas toujours le cas. Bon, vous avez toujours quand même au moins des stratégies. Et voilà. Alors, Eric aimerait savoir d'où est-ce que vous recueillez les criquettes? Comment vous faites pour les avoir? Est-ce que vous les achetez d'un éleveur? Comment est-ce que vous acquérez vos criquets? Eh bien, on a commencé avec 200 criquets du Saskatchewan. Donc, c'est la même espèce de criquet que vous utiliseriez pour nourrir vos animaux de compagnie. Par exemple, lorsque vous avez des différents lézards, si vous avez à la maison des geckos ou d'autres lézards domestiques, eux se nourrissent de criquets également et on utilise donc cette même espèce de criquet. Ce sont des criquets qui ne sont pas natifs au Canada. Alors, une question personnelle. Comment est-ce que vous décidez, comment est-ce que vous avez décidé l'espèce de criquet que vous avez choisi pour votre élevage? Est-ce que vous avez eu des critères, pardon? Est-ce que c'était, par exemple, par rapport à leur contenu en protéines, etc.? C'est une excellente question. Alors, moi, quand je parle avec d'autres éleveurs, j'ai parlé il y a 8 ans avec un éleveur de criquets aux États-Unis et lui m'a recommandé d'utiliser cette espèce de criquet qu'on appelle le criquet domestique tropical. Et l'une des raisons qui motive mon choix, encore une fois, c'est parce que on n'a pas eu beaucoup de temps pour avoir du recul et savoir beaucoup de choses sur ce criquet. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont moins susceptibles d'attraper des virus. Et donc, ça ne va pas vous donner la mauvaise surprise de vous lever un matin et de retrouver tous vos criquets morts parce qu'ils ont attrapé une maladie. Donc, on a décidé que ce criquet domestique tropical était moins susceptible de tomber malade. Bon, ça a répondu finalement à ma question et aussi à la question de Roseanne. Nous allons maintenant lancer notre deuxième vidéo et après, on va répondre à d'autres questions après ça. Donc, à tout de suite. Voilà donc ici nos plus jeunes criquets sur notre élevage.
Ils ont juste un jour ou 2 jours. Vous pouvez voir qu'ils ont commencé à foncer en couleur, mais ils sont encore bien sûr tout petits, mais ils sont pas transparents comme tantôt, comme quand ils sont plus jeunes. Alors, ici, vous pouvez voir aussi l'alimentation qu'on leur donne. En fait, c'est un mélange d'alimentation, de fourrage. C'est une espèce d'alimentation qu'on donnerait, c'est la même chose qu'on donnerait à des poulets. Et vous avez une éponge dans le système de drainage. Parce que, en fait, pour qu'ils puissent boire, s'il n'y avait pas d'éponge, ils se noieraient dans l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on voulait mettre une éponge pour qu'ils puissent accéder à l'eau, mais sans nécessairement se noyer dedans. Ceci étant dit, on développe aussi, en fait, un nouveau système de drainage ou un système finalement d'eau pour qu'ils puissent être alimentés et puis qu'ils puissent boire aussi et que tout ça soit propre. Donc ça, c'est comme la litière que j'ai dit tantôt, la litière où on garde les criquettes. Bon, ça, c'est une espèce de carton qui est très durable, hein? Et c'est excellent. Bon, c'est bon pour l'environnement. Donc, c'est ce qu'on utilise. Ce sont des cartons, comme j'ai dit tantôt, qui sont faits pour les œufs, mais ça permet aux criquets d'avoir un endroit pour se cacher, un petit abri pour se protéger. Et selon les étapes de croissance où ils se trouvent, ils aiment ça. Quand ils sont encore petits, ils aiment ça se cacher dans des petits recoins. Et au fur et à mesure où ils grandissent, là, ça leur dérange moins d'être à l'extérieur. Alors, si cette salle était noire, s'il faisait noir dans cette salle, là, on verrait toutes sortes de criquets partout, partout, partout sortis. Parce que c'est des animaux nocturnes, hein, faut qu'on le rappelle. Et c'est pour ça qu'ils se cachent. Ils ont tendance à se cacher pendant la journée et quand il fait noir, ils sortent. Donc, ce cycle est très durable. C'est un cercle vertueux, si je peux dire. Tout est utilisé. Lorsque les criquets sont ici dans leur petit lit, on a l'excrément des criquets qui est un excellent fertilisant qu'on peut ensuite réutiliser pour les jardiniers, tous ceux qui sont dans le domaine de la botanique aiment bien replanter ces excréments parce que ça nourrit les plantes. Ensuite, on peut prendre ça aussi. Une fois qu'ils sont un peu usés, on les recycle, vu que c'est du papier. Ou quand on vend nos criquets pour les transporter, ça fonctionne aussi très bien. Wow! OK, donc vous avez répondu à ces questions par rapport aux excréments. On va prendre une autre question. Kyle aimerait savoir si les criquets parfois peuvent attraper des coups de chaleur. Est-ce que parfois il peut faire trop chaud pour les criquets? Les criquets, oui, vont connaître aussi des coups de chaleur. Donc c'est pour ça qu'il est important de réguler la température. Donc, oui, on examine de près les températures idéales pour les criquets. On veut surtout pas qu'ils aient ni trop froid ni trop chaud. Donc, on fait attention pour maintenir la température idéale. Est-ce que vous pourriez nous parler de la technologie dans cette étable? Est-ce que vous avez des contrôles de température automatiques? Est-ce que c'est connecté à votre téléphone? J'aimerais ça que ça soit connecté à mon téléphone portable, mais c'est pas le cas. En fait, essentiellement, c'est un système qui aspire l'air de l'extérieur, qui la chauffe. Il y a un système de filtrage. On chauffe le bâtiment aussi avec une chaudière. Et donc, cette chaudière fonctionne avec du bois. Donc, c'est très contrôlé. Ça permet vraiment de contrôler l'air. C'est un environnement très contrôlé. Il fait chaud, mais c'est pas si pire quand même. Prenons maintenant une autre question. Alors ici, oui, tu aimerais savoir combien d'œufs est-ce qu'un cricket pond? Ben, c'est une excellente question. Je sais que c'est beaucoup, mais j'ai pas de réponse précise. 5000 criquets?
vont produire entre 20 à 30 000 œufs par jour. Donc, vous pouvez finalement faire les calculs mathématiques. Donc, je sais ce qui se passe sur mon élevage et je sais que 5 000 criquets me donnent entre 20 et 30 000 autres petits criquets. Donc là, ça va être votre petit devoir mathématique de faire le calcul. 30 000 criquets divisé par 5 000, ça va vous donner combien d'œufs chaque criquet pond, chaque femelle. OK. On va faire nos calculs mathématiques, effectivement. Alors, prochaine question. Camara aimerait savoir à quelle fréquence est-ce que vous allumez la lumière? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un temps prédéfini de jour, de nuit, ou est-ce que vous éteignez la lumière, pardon, plusieurs fois par jour? La grande salle que vous avez vue tout à l'heure? Eh bien là, on a un cycle de 10 jours de lumière et 14 heures de noirceur. Le reste du bâtiment est toujours dans le noir, sauf si quelqu'un travaille là. Bien sûr que si on doit aller travailler dans cette étable-là, on va allumer la lumière, mais sinon, il fait toujours noir. Fantastique. Et maintenant, je vais... Ah, quelqu'un a dit que chaque criquet pond 6 œufs. C'est ça, en fait, le calcul. Mais je pense que c'est même plus que ça, parce que je pense que je me suis trompée moi-même dans les chiffres. Alors, tout le monde peut faire un peu de recherche et partager vos résultats parce qu'on pense que chaque criquet pond probablement plus d'œufs que ça, pas juste 6. On va prendre une petite pause commerciale et on va retrouver ensuite Leslie et Ryan pour explorer encore plus leur élevage de criquets. À tantôt. Bonjour à tous, nous sommes de retour et nous allons maintenant lancer notre prochaine vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir ici sur ces espèces de litières, il y a une espèce de tape qui est collée et donc quand le criquet essaie de grimper, en fait, ça va le refaire glisser dans l'espèce de bassin où il se trouve. Bien sûr, ça ne fonctionne pas tout le temps, ils peuvent toujours sauter, mais ça n'arrive pas souvent. Et de toute façon, c'est pas la fin du monde. C'est un peu différent que les autres pratique traditionnelle. Si une vache se sauvait de l'étable, là, ce serait un gros problème. Mais un criquet qui sort de sa litière, c'est pas la fin du monde, finalement. Donc, on va maintenant récolter les criquets après 38 jours. Normalement, moi, ce que je fais, je vais, par exemple, en fait, faire descendre les criquets en secouant mon carton à œufs. Et bien sûr qu'il y a un peu d'excréments. Donc, on ne va pas tout de suite envoyer ça à la consommation humaine, évidemment. Quand on a fini ça, je mets ça au congélateur. Les criquets sont des animaux à sang froid. Donc, quand ils
rencontrent une température très froide, leur organisme se met sur pause en quelque sorte. Nous, ce qu'on veut, bien sûr, c'est de produire des produits pour humains. Mais, bien sûr, les criquets sont d'excellents nutriments pour les animaux aussi. Donc, on vend aussi à différents pet shops, aux zoos aussi, comme nourriture pour d'autres animaux. Devinez combien de criquets rentrent dans cette boîte? 1000. Donc, parfois, on va emmener 70 000 criquets dans ma petite camionnette et on les livre à Winnipeg. Donc, on a plusieurs tailles de boîtes selon l'âge du criquet. Ça va dépendre. Il y a des gens qui veulent des criquets d'un demi-pouce, un quart de pouce ou d'un pouce de long. Donc, on amène les criquets au zoo parce qu'il y a des animaux qui en mangent, les reptiles, les oiseaux, les grenouilles, les singes. Elles mangent des criquets. Fantastique, c'est super intéressant que vous pouvez faire autant avec vos criquets au niveau de vos partenariats. Vous travaillez avec les jardins zoologiques et avec les pet shops, etc. Donc, ce sont vos clients pour s'assurer que vos criquets seront mis sur le marché et que vous allez pouvoir nourrir d'autres animaux à travers le Canada, particulièrement au Manitoba. Alors, on a beaucoup d'autres questions. Declan aimerait savoir à qui vous vendez vos criquets. Donc, qui sont vos autres clients? Vous avez, j'imagine, des clients très diversifiés. Les criquets vivants, on les vend aux zoos, on les vend au pet shop. Ça, c'est pour le Manitoba. Ensuite, on a des clients aussi qui achètent directement de nous et distribuent directement. En ce qui concerne nos produits, on peut aussi les acheter en ligne. On veut rentrer sur Amazon aussi. On a aussi des magasins de vente au détail au niveau local qui achètent nos produits et qui les revendent ensuite dans leur magasin. Donc, c'est là où vous trouvez nos criquets. Fantastique. Prochaine question. Christine, en 3e année du primaire, aimerait savoir combien ça coûte. Combien vous les vendez, ces criquets? Est-ce que ça dépend de leur taille? Ça, c'est très intéressant. J'ai dû apprendre tout ça. Je me demandais si la taille est importante et leur âge pour les vendre, pour établir les prix. Donc, c'est un marché qui est déjà établi, donc il a fallu qu'on se conforme au prix en vigueur. Le prix change. Nous, on charge par criquet. Mais le prix change selon la quantité. Si vous êtes un magasin au détail et vous voulez acheter 70 000 criquets, ben là, ça va coûter moins cher que si vous achetez 70 000 criquets un par un. Normalement, ça coûte 10 cents par criquet. Si vous voulez les nourrir, les donner pour nourrir votre iguane, par exemple, ben là, on va les vendre 10 cents la pièce. OK, c'est une excellente question. Alors, on va ensuite passer à notre dernière vidéo. Pourquoi est-ce que les gens veulent des criquets de tailles différentes? Oui, ils veulent différentes tailles parce que ça dépend de la taille de l'animal à qui ils vont donner le criquet comme nourriture. Donc, par exemple, si c'est une grenouille, ils vont vouloir un criquet plus petit. Alors que, imaginons, si c'est un gros lézard ou même un singe, eh bien là, ils vont demander des criquets plus gros. Donc, les tailles, la variation en termes de taille dépend de la taille de l'animal qui va finir par les manger finalement. Ça aussi, c'est très intéressant. Et on va maintenant voir notre dernière vidéo. On veut garantir que nous avons l'expérience totale. Alors, après que les criquets aient été congelés, on les met dans des sacs comme ça. On prend ce sac, on va les rincer. On va prendre ensuite ici un drain. Donc, on veut s'assurer que tout cela est propre. Après que tout cela ait été donc nettoyé, on va les faire bouillir dans cette grosse casserole. Après qu'ils aient été bouillis,
on les met ici dans cette espèce de four déshydratant. Vous avez des petites étagères ici, on les met, on prend les criquets, on les dépose, on les dispose sur ces plaques et on les déshydrate. Après ça, on va mettre les criquets pour les remballer dans des sacs. 100% déshydratés. Ce sont des criquets 100% déshydratés. Après avoir déshydraté les criquets, on les met en sac. Si on veut les réduire en poudre, là, on va les mettre ici dans une machine qui va en faire une poudre, qui va les réduire en poudre. Si vous voulez avoir des criquets grillés pour en mettre dans du chocolat, par exemple, ou dans d'autres genres de snacks, vous allez les mettre dans un mixeur et ensuite, on va utiliser le tamis pour séparer le corps des pâtes. Donc, on gaspille aucune partie du criquet. Ceux-là ici, ce sont des criquets entiers. Ça, c'est les produits que l'on prépare à partir des criquets, après qu'ils aient été déshydratés et assaisonnés, comme Ryan l'a mentionné, comme pour faire des collations, finalement. Donc, le goût, c'est un peu un goût de noisette. C'est croustillant, ça goûte bon, je trouve. Ça, c'est très, très bon. On en a mis comme ça dans du chocolat noir. On a fait aussi de la poudre protéinée faite à partir de criquets. Donc, on vend ça en pot, en sac. Moi, j'utilise de la poudre de criquet. Je mets ça dans mes smoothies. Je l'utilise aussi pour en faire, par exemple, des muffins. Il y a toutes sortes de manières différentes d'utiliser cette poudre de criquet et je trouve que c'est quelque chose de très bon pour notre alimentation. Pourquoi est-ce qu'on doit manger des criquets? C'est parce que c'est tellement nutritif. On peut avoir le fer, la protéine, le calcium. Tous ces nutriments, eh bien, sont présents dans les criquets. Donc, c'est très, très sain comme alimentation. C'est vraiment fascinant. J'imagine que c'était vos enfants qui sont apparus à l'écran, qui mangent des criquets. Est-ce qu'ils en mangent? Ils vous disent pas qu'ils aiment pas ça? Non, ben, je pense qu'ils sont habitués depuis qu'ils sont petits. Je pense que quand vous grandissez comme ça, eh bien, ça fait pas de différence. Alors, nos dernières questions. Scarlett vous demande quelle est votre manière préférée pour manger des criquets. Moi, c'est en poudre. Je mélange ça à tout. Parfois, je le mange même à la cuillère. Moi, je recommande peut-être pas ça, mais oui, ben moi, ce que j'aime, c'est mettre ça dans mes milkshakes, dans mes smoothies. Et vraiment, personne ne va se rendre compte que vous avez des criquets dans votre smoothie si vous le mettez en poudre. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses pour manger ces criquets. Vous pouvez les intégrer à vos snacks, à vos smoothies, à vos muffins, etc. Prenons une dernière question. Est-ce que les criquets mordent? Ah, vous savez, pas vraiment. Vous allez jamais vraiment sentir une morsure. Techniquement, ils essayent peut-être de mordre, mais on peut pas vraiment appeler ça une morsure. Mes enfants sont tout le temps là après jouer avec les criquettes et ils se font pas mordre. Wow, c'est fantastique. Ben, merci encore une fois de vous être joint à nous. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que vous aimeriez partager avec nous? On aimerait vous dire que si vous voulez faire goûter les criquets à vos enfants
écrivez-nous, dites-nous que vous avez vu cette vidéo, envoyez-nous votre adresse postale et on va vous envoyer des criquettes à manger. Ou peut-être pour une salle de classe, oui, aux profs. On est présent aussi sur Instagram, sur Facebook. Fantastique, c'est vraiment généreux. Et donc, il y a mon email aussi qui peuvent aider à accéder à leurs contacts. Merci beaucoup de votre disponibilité. Et avant de clore ce vidéo, j'aimerais maintenant partager le mot mystère avec vous. C'est canadienne en français, justement parce qu'on montre toutes ces choses fantastiques qui peuvent être faites et qui sont faites dans vos fermes de criquets. Et donc, je ne veux pas gâcher ce mot mystère pour vous, mais j'encourage tout le monde à poster sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais dire que nous sommes dans les phases de planification pour notre prochaine visite des femmes canadiennes. Si vous avez d'autres recommandations, eh bien, envoyez-nous vos propositions pour notre prochaine année scolaire, pour quelle ferme visiter l'année prochaine pour la grande tournée des fermes canadiennes. Merci beaucoup pour votre présence et participation à cette visite des fermes canadiennes et on se retrouve très bientôt, j'espère. Merci beaucoup à tous. Merci, au revoir.